de l'actualité africaine sur cette chaîne. C'est bien sûr l'émission Angle de vue. Pendant 45 minutes, nous allons visiter certains pays africains, notamment la Centrafrique, avec la fin de la transition couronnée par l'élection surprise de Faustin Archange Touadéra. Une fin de transition qui soulève assez de questionnements. On ira également en Ouganda où, après 30 années de pouvoir, Yoweri Museveni se voit donc confier encore pendant 5 ans la destinée donc de ce pays des Grands Lacs. Avant de retrouver donc tous ces sujets en discussion, voici donc ce qui fait l'actualité sur le continent. Le dépouillement des bulletins du premier tour de la présidentielle aux Comores était en cours dimanche soir après un vote dans le calme pour ce scrutin disputé par 25 candidats. Aucun incident majeur n'a été signalé en milieu de soirée dans ce petit archipel pauvre de l'océan Indien, secoué par des crises séparatistes entre 1997 et 2001 et une vingtaine de coups d'État ou tentatives dont la dernière remonte à 2012. Le dépouillement des bulletins a commencé dimanche à Niamey après un vote sans incident pour le premier tour de la présidentielle au Niger. Le chef de l'État sortant Mahamadou Issoufou, brigand en deuxième quinquennat face à une opposition qui agite le spectre de la fraude. Toutefois, des retards de plusieurs heures ont été notés dans la quasi-totalité des bureaux installés dans le pays, faute de matériel ou de personnel. 5 membres des forces loyales aux autorités libyennes reconnues par la communauté internationale et 8 combattants de groupes rivaux ont été tués dimanche dans de nombreux affrontements à Benghazi, selon l'agence de presse proche de ces autorités. La mort de ces combattants intervient au lendemain de celle de 14 membres des autorités reconnues au cours d'une tentative de reprise de contrôle d'une localité aux mains de groupes rivaux. Le débat de ce matin se fera avec vous, Moïse Soudé. Vous êtes journaliste à Soleil FM, journaliste, analyste également. Bonjour et merci d'être sur ce plateau. Bonjour, cher confrère, c'est moi qui vous remercie. On le fera également avec vous, Heribert Label Adjovi. Vous êtes journaliste, spécialiste des questions internationales. Et merci de répondre également à notre invitation. Merci beaucoup, cher confrère. Alors, vous installez donc, chers invités, avec cette transition. Déclaré élu président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra va être immédiatement confronté à l'urgence de redresser un pays en ruine et profondément divisé par 3 années de violence intercommunautaire, jugé dimanche déjà à Bangui, un responsable politique et économique. Alors pour le nouveau président qui a obtenu 62,71% des suffrages contre 37,29% à son rival Anicet Georges Dologuélé, selon les résultats officiels publiés samedi, il reste maintenant le plus dur à faire, la reconstruction du pays dans l'unité, la paix pour un développement durable. Heribert Label Adjovi, vu les conditions du déroulement du scrutin ayant permis la fin de la transition, peut-on dire qu'il s'agit d'un pari gagné pour ce pays? Écoutez, Kodjovi Ametome, déjà, il faut savoir, Ametonu, qui est Faustin Archange Touadéra, ça nous permettra de voir s'il peut réellement faire quelque chose. Je pense que si nous nous rappelons bien de l'histoire récente, en 2008, il était Premier ministre de l'ancien président Bozizé. Il a démissionné en 2013. En 2014, il s'est réfugié dans l'agence des Nations Unies à Bangui pendant 6 mois avant de s'enfuir pour l'île en France avec son épouse et ses 3 enfants. Donc c'est ce monsieur qui aujourd'hui est élu président de la République centrafricaine. Il est vrai que la Centrafrique, c'est un pays qui a quand même des ressources naturelles, dont l'uranium, l'or, les diamants, également le pétrole. Mais la Centrafrique, c'est un pays qui, comme vous l'avez dit, au cours de cette guerre fratricide, pendant plus de 3 ans, a quand même connu une situation déplorable, où on a eu des réfugiés, donc la population, vraiment tout le monde n'a pas pu voter. Il y a une bonne partie du territoire qui n'est pas sous contrôle de l'administration centrale, si on peut parler encore d'administration centrale en Centrafrique. Vous savez très très bien qu'avec la guerre entre les Balaka, les anti-Balaka et tout le reste, on a assisté à une situation un peu confuse. Et même l'élection a été organisée grâce
à la communauté internationale. Et c'est justement ce qui m'amène à vous demander si c'est aujourd'hui un pari qu'ils ont pu gagner. Oui, bien sûr, au moins au niveau de l'élection, tout s'est passé plus ou moins bien. Maintenant, que vaut une élection dans un pays où tout le monde n'a pas pu vraiment accéder aux urnes parce que justement l'administration n'existant pas est un pays sous perfusion de la communauté internationale. Mais bon, il est là. Il va falloir qu'il s'attelle rapidement à la tâche, mais ça ne sera pas facile puisqu'il faudra quand même reconstruire l'administration. On va voir tout à l'heure les défis qui attendent donc le tout nouveau président de la République centrafricaine juste après donc cette transition. Moïse Soudé, Faustin Archange Touadéra, l'attendiez-vous à ce niveau? Non, ben avec les alliances politiques que nous avons eues au second tour, bon, il est là et je dis, nous avons à saluer le peuple centrafricain parce que ce n'était pas évident. Moi, j'étais déjà très content quand Dolo Guelleh a reconnu sa défaite et a félicité son challenger. C'est déjà un climat apaisé parce que si ces deux-là ne s'entendent pas, le pays ne va pas se pacifier. Et je l'ai toujours dit ici, c'est les Centrafricains eux-mêmes qui doivent pacifier le pays. Il ne revient pas à la communauté internationale de pacifier ce pays. Aujourd'hui, Touadéra a intérêt à réunir autour de lui toutes les forces, sans distinction de race, d'ethnie, parce que le pays a traversé 3 ans de guerre, il y a des cœurs meurtris, et tout le monde n'a pas pu voter comme on l'a dit, mais il va falloir qu'il compose avec tous ces alliés-là. S'il veut vraiment pacifier son pays, il a intérêt à tendre la main, parce que Dolo Guelleh n'est pas moins méritant. Mais celui qui sort gagnant de ce scrutin, c'est Bozizé. Que ce soit dans l'un ou l'autre cas, parce que ce soit Touadéra, Dolo Guelleh, les deux ont été des collaborateurs de Bozizé. On l'avait dit sur ce plateau, celui qui sera élu sera celui qui va gagner la confiance de Bozizé. Et quelque part, Bozizé sera toujours dans l'ombre à tirer les ficelles. Donc aujourd'hui, Touadéra est obligé de composer avec toutes les forces politiques. D'ailleurs, dans son premier discours donc, adressé à ce peuple juste après la proclamation des résultats, il a invité tout le monde à l'unité. Mais dans le même temps, au niveau de son Dolo Guelleh, son challenger Dolo Guelleh, il y a des partisans qui estiment qu'on leur a volé la victoire et qui vont installer les institutions. Malheureusement, c'est ce que je remarque toujours en Afrique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prêts à relancer la guerre. Parce que dès que vous commencez par contester les résultats, à dire quelles preuves ils ont qu'on leur a volé la victoire, le camp adverse dira la même chose. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a lieu de voir en face l'intérêt du peuple centrafricain. Que les hommes politiques taisent leur orgueil et disent le peuple a été meurtri pendant 3 ans. Le peuple est désaxé. Le pays est ruiné. Aujourd'hui, il faut qu'ensemble, qu'on reconstruise le pays. Vous avez perdu. Jouer le fair play et aider celui qui est là. Ce qui est sûr, quand Touadéra va partir, leur tour arrivera. Mais si aujourd'hui ils rendent la vie difficile déjà en contestant les résultats, ça va poser problème. La Séléka est encore là, les anti-Balaka sont encore là. Ils peuvent reprendre les armes et cette fois-ci, on risque de rayer la Centrafrique de la carte d'Afrique. Monsieur Adjovi, je ne sais pas si vous l'avez suivi. Entre-temps, le camp de Touadéra avait dénoncé une certaine rencontre fortuite que Dolo Guelleh aurait eue avec un membre influent de l'autorité nationale des élections en Centrafrique. Est-ce que ce faisant, il peut déjà influencer les résultats en sa faveur? Parce que quand même, au premier tour, il était deuxième. De toutes les manières, je le disais il y a un instant, que vaut une élection dans un pays où l'administration est quasi inexistante, en dehors de Bangui, où il y a une certaine possibilité d'administrer à l'intérieur du pays. Il y a vraiment fort à parier qu'il y a beaucoup à faire pour parler d'une administration réelle. L'armée n'existe pas également. Or, la question de la sécurité dans un État, c'est une question centrale. Et aujourd'hui, quelle est la situation du désarmement des Séléka, des anti-Balaka, tout ça? C'est des problèmes sérieux. Je pense que de toutes les manières, dans une situation comme celle-là, il faut juste souhaiter que le président élu fasse amende honorable et invite les uns et les autres autour d'une table de discussion afin que le gouvernement qui va s'installer travaille à l'unification du pays et également au développement du pays. Et je dirais quand même que les moyens existent pour y arriver. C'est vrai que l'extérieur a beaucoup pillé dans ce pays, mais quand même il reste les ressources naturelles dont je parlais il y a un instant qui peuvent quand même aider à quelque chose. Ce pays dispose de l'uranium, ce pays dispose de l'or, il y a du diamant également, il y a le pétrole. Avec ces ressources-là et un certain patriotisme,
il peut y arriver quelque chose. Mais là, évidemment, s'il y a trop de dissensions, ça peut causer bien encore plus de dommages. Je crois que vos points, on va les prendre un à un et les évaluer tout à l'heure. Mais est-ce que vous pensez à 58 ans, M. Touadéra hérite d'un lourd passif économique, sécuritaire et social? Est-ce que vous pensez qu'il sera à la hauteur, M. Soudé? Oui, moi je lui accorde le bénéfice du doute. Je sais qu'il va faire le travail, mais il ne peut pas faire le travail seul. Ça, c'est forcément qu'il doit associer tout le monde. S'il dit, comment on appelle, nous allons faire la justice des vainqueurs et que, bon, on va régler les comptes. Non, aujourd'hui, il a besoin de travailler avec tous les Centrafricains, notamment avec Bozizé. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit le schéma qui va se présenter, Bozizé est un maillon incontournable dans la pacification de ce pays-là. Si quelqu'un va gouverner ce pays-là en mettant Bozizé de côté, je crois qu'on va partir de zéro. Et aujourd'hui, comme il a dit, il appelle tous les Centrafricains. Il faut que l'on pense à l'intérêt supérieur de la nation. C'est vrai que la Centrafrique a les moyens. Et j'ai dit tantôt ici en tant que la communauté internationale a intérêt que la Centrafrique soit pacifiée, ce qui lui permettra à elle de faire ses affaires, d'exploiter davantage les ressources minières et minéralogiques. Donc aujourd'hui, que ce soit les Centrafricains, que ce soit la communauté internationale, tout le monde a intérêt que ce pays-là soit véritablement pacifié afin qu'elle participe au développement des nations africaines. Parce qu'on en a besoin. Un pays qui est suffisamment riche aujourd'hui, qui n'a pas la paix, c'est pas bien. Il faut que les uns et les autres se disent, maintenant, on s'est suffisamment battu. Nous, hommes politiques, on s'est suffisamment battu. Le bas peuple, que faisons-nous du bas peuple? Il faut désormais penser au bas peuple. Il faut aider le peuple à reprendre espoir. Parce qu'il y a beaucoup qui ont perdu espoir. Il y a même certains qui ne sont pas allés voter parce qu'ils se disent, est-ce que cela vaut la peine d'aller voter? Mais aujourd'hui, on a un président, tout le reste, on fait table rase du passé, on voit l'avenir de la Centrafrique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre à la Centrafrique de reprendre sa place dans le Conseil des Nations? Qu'est-ce qu'il faut faire justement? Et si je prends le plan économique, Monsieur Adovi, qu'est-ce que vous pensez que Touadéra doit faire à ce niveau pour redonner espoir aux Centrafricains sur le plan économique? Oui, tout à l'heure, j'ai entendu que tout le monde a intérêt à ce que ce pays soit complètement pacifié. Je ne serai pas aussi affirmatif parce que vous savez aussi en relations internationales, on parle du concept de chaos contrôlé. On essaye d'installer une certaine stabilité tout en maintenant quelques zones de déstabilisation. Ça permet également d'exploiter les ressources des nations. Donc, je ne suis pas sûr que tout le monde ait intérêt à ce que la Centrafrique soit complètement unifiée, soit complètement pacifiée, soit complètement stabilisée. Cela dit, évidemment, je pense qu'il a été quand même Premier ministre pendant des années en 2008 et 2013, et c'est un homme politique du pays. Je pense que pour l'essentiel, il peut quand même faire quelque chose. Les ressources sont là. Et puis, bon, il va falloir que, comme il a dit, qu'au-delà du discours, qu'il fasse appel à toutes les compétences. Et comme nous le savons, de toutes les manières, tout le monde ne sera pas d'accord avec lui et on attendra de le juger sur les résultats. Alors, sans que les défis sécuritaires ne soient relevés, ce n'est pas évident qu'on puisse exploiter les ressources minières, par exemple, pour pouvoir donc relancer l'économie. Qu'est-ce que, de façon prioritaire, M. Touadéra peut faire, selon vous, M. Soudé, pour régler la question sécuritaire dans ce pays? Il faut d'abord le désarmement. Il faut le désarmement, que ce soit de la Séléka ou des Anti-Balaka. Mais la transition avait déjà commencé. Non, Catherine Samba Panza n'a pas fait grand-chose. Vous savez que la transition a titubé tout le temps. Et on lui a même reproché beaucoup de choses. Aujourd'hui, Touadéra a intérêt à désarmer. Parce que même si vous avez des investisseurs étrangers qui veulent venir chez vous, s'il n'y a pas la sécurité, personne ne viendra investir. Donc je crois que le premier défi, le défi capital, c'est le désarmement de ces guerriers-là, pour que chacun puisse dire désormais on dépose les armes. Parce que si on ne dépose pas les armes dans l'un ou l'autre camp, c'est qu'on va se regarder en chien de faïence. Et la moindre erreur, la violence va reprendre. Donc il a intérêt à solliciter l'aide de la communauté internationale pour qu'on lui vienne en aide pour désarmer ces forces-là. C'est capital. Sans ça, il ne peut pas avoir développement économique. Sans ça, il ne peut pas avoir développement social. Donc pour moi, c'est le premier défi. Il faut désarmer tout le monde. Monsieur Adovi, est-ce que vous pensez que c'est possible? Parce que même, il y avait eu un chef de guerre qui a menacé la tenue de ce scrutin dans ce pays. Oui, quand j'entends que la communauté internationale va aider à pacifier, oui, sur le plan de ce convoi, bien évidemment. Mais il faut se demander qui a armé les uns et les autres.
qui a armé la Séléka, qui a armé les anti-Balaka. Donc lorsqu'on se demande, on se dit que les autres viendront construire l'Afrique, ce n'est pas toujours évident parce que la déstabilisation, ce qu'on peut dire également, le chaos contrôlé, ça pourrait profiter à ceux qui veulent continuer toujours d'exploiter le continent, d'exploiter plus précisément ici la République centrafricaine. Mais bon, comme le langage est utilisé, la communauté internationale pourra aider à quelque chose. Mais il va falloir que nous soyons responsables. Il y a des cadres dans ce pays. Il faut que ces cadres prennent leurs responsabilités et qu'au-delà de la gestion du pouvoir, que les gens voient l'intérêt du peuple centrafricain. Si les Centrafricains se rendent responsables de ce qu'est l'héritage qu'ils doivent céder à la postérité, alors ils peuvent faire quelque chose. Mais là encore, c'est peut-être un vœu plutôt qu'autre chose. Parce que ce qu'on voit jusque-là, ce n'est pas évident et ce n'est pas que la Centrafrique. Ça m'amène justement à demander à M. Soulé, vous qui parlez de l'intervention de la communauté internationale pour aider Touadéra à pacifier ce pays, alors qu'on sait très bien qu'il y a au moins 900 soldats français aujourd'hui, ajoutés donc aux hommes de la MINUSCA, et pourtant le pays sommes toujours dans la violence. Non, quand je parle de la communauté internationale, je ne vois pas forcément l'Europe. Nous avons les Américains. Nous avons les Américains. Et comme je dis souvent, cette communauté internationale joue au rôle de pyromane sapeur-pompier. Pyromane sapeur-pompier, c'est-à-dire qu'on allume le feu et puis après un jour sapeur-pompier. Aujourd'hui, on est obligé de composer avec cette communauté internationale, quel que soit le camp dans lequel on se trouve, parce que eux, ils ne sont pas venus forcément pour les beaux yeux des Centrafricains, ils sont venus, nous sommes sur le jeu des intérêts. La communauté internationale, je dis, va vous aider à pacifier le pays. Par contre, elle va exploiter vos ressources. Maintenant, au cas où vous allez refuser qu'elle exploite vos ressources, elle va créer la guerre. C'est ce qui se passe. Donc, aujourd'hui, la communauté internationale, on ne peut pas se passer d'elle. C'est vrai que c'est le bien et le mal à la fois. Donc, il faut qu'on compose, mais tout en demandant aux Centrafricains, parce que c'est eux d'abord, ils doivent prendre conscience que le développement de leur pays dépend d'eux et d'eux seuls. Parce que généralement, on se laisse manipuler par la communauté internationale. Parce que les gens fabriquent les armes, il faut les écouler. Et on a intérêt à ce que les armes là soient écoulées. On amène des frères à s'entretuer. Au moment où vous êtes en train de vous tuer, et ils exploitent vos ressources. Et après, c'est le même qui vient pour dire, maintenant, il faut arrêter. Et ce que je crains, il faudrait que le président Touadéra fasse attention avec les contrats d'exploitation. Parce que vous savez, il y a des sociétés étrangères qui exploitent les mines. Il ne faudrait pas qu'il aille sur le terrain de dire nous allons revoir les contrats, parce que c'est ça qui a fait partir l'Issouba entre-temps, vous le savez. Donc il va falloir qu'on compose avec tout le monde. C'est pourquoi j'ai dit on a besoin de cette communauté internationale. Parce que derrière les investisseurs, il y a forcément un pays de la communauté internationale qui a intérêt à ce que ça aille bien ou que ça aille mal. L'autre défi que je m'en vais donc vous soumettre, bien sûr, c'est le défi social. Est-ce que vous pensez que le président aujourd'hui, la marge de manœuvre nécessaire pour donner quand même de l'emploi à cette jeunesse centrafricaine qui en a besoin? Ben, la question de l'emploi pose également la question de la corruption. Par ailleurs, si c'est les moyens pour redresser le pays, les moyens existent puisque les ressources sont là. Mais de quelle manière ces ressources seront exploitées? Est-ce que le pillage systématique va continuer? Est-ce que les gens seront toujours aussi irresponsables pour ne pas s'atteler aux tâches de redressement de la nation, surtout dans un pays où aujourd'hui il n'y a plus presque d'armée, c'est la dite communauté internationale qui s'occupe de la sécurité du pays, et c'est cette communauté internationale qui fait quand même un travail, il faut reconnaître, mais en même temps on parle de viol, on parle de pillage, on parle de bien de choses. Donc une fois encore, c'est une question de responsabilisation des autorités centrafricaines, des nouvelles autorités centrafricaines, à commencer par le président Touadéra. Donc on le jugera sur les faits. Alors, M. Soulé, vous pensez aussi que la corruption peut toutefois freiner la volonté du président de relancer la jeunesse centrafricaine? Ah oui. Le président a intérêt à lutter contre la corruption, parce que la corruption ne fait pas du bien au pays. Et c'est parce qu'il y a une partie du pays qui accapare les ressources qu'il y a une bonne partie en chômage. Maintenant, quand on parle de chômage, il faut savoir, est-ce que réellement ceux qui se disent être des chômeurs, ils ont appris à faire quelque chose?
Parce qu'il faut d'abord apprendre à faire quelque chose avant de parler d'emploi. Si vous n'avez rien appris et que vous dites que vous êtes chômeur, ça sera difficile. On ne pourra pas vous caser dans un secteur. Le président a intérêt à, même s'il ne peut pas lutter complètement contre la corruption, il faut qu'il freine un peu l'élan de la corruption, qu'on récupère ces fonds-là pour les investir peut-être dans des sociétés, des micro-entreprises pour permettre à ces jeunes-là. Parce que quand la jeunesse, elle est désœuvrée, le taux de délinquance augmente. Donc s'il veut vraiment, après le défi sécuritaire, c'est de caser les jeunes dans une société ou dans une entreprise ou bien de créer des coopératives pour leur permettre d'être occupés. Parce que s'ils sont occupés, ils n'auront pas le temps de se livrer à la délinquance. Et là, c'est un défi capital. Mais lorsque vous parlez de lutter contre la corruption, c'est donc s'attaquer à ceux-là qui ont pillé les ressources de l'État et donc des gens, peut-être de son camp politique, mais également des opposants. Mais est-ce que vous ne voyez pas que ça remet déjà en cause votre vision qui est celle de réunir tout le monde autour de la cause? Non, mais il faut éviter la justice des vainqueurs. Il faut éviter la justice. C'est-à-dire que si on doit juger tout le monde, il faut que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Ce n'est pas question de dire que bon, lui il est de mon parti, c'est mon partisan, je ne peux pas le traduire. Non, il faudrait traduire tout le monde en justice. Tous ceux qui ont pillé ce pays-là doivent répondre, mais tout en évitant la chasse aux sorcières. Parce que si vous voulez traduire quelqu'un, il faut que les preuves soient établies comme quoi il a posé l'acte qu'on lui reproche. Donc, il faut faire une première phase, il faut faire les enquêtes, situer les responsabilités, transmettre le dossier à la justice et laisser la justice faire son travail. Parce que si nous avons une justice aux ordres, je crois que le problème des conflits ne sera pas réglé. Lutte contre la corruption et en même temps conciliation de tous les fils autour du défi du développement. Est-ce que vous pensez que la cohésion peut être? En tout cas, c'est difficile, surtout dans un pays où l'administration centrale n'existe presque pas. Dans un pays où la sécurité est confiée à la communauté internationale. Dans un pays où tout est à reconstruire à cause de la guerre. Je pense que le président Touadéra a du pain sur la planche. Il a vraiment du pain sur la planche et s'il veut vraiment réussir, il faudrait qu'il arrive à trouver autour de lui des gens de tous bords, mais qui sont d'une certaine conscience patriotique et qui peuvent aider à ce que le pays se redresse. Ça sera difficile, très certainement, mais je pense que ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Ce n'est que dans l'ordre du souhait qu'il ne fasse pas, la chasse aux sorcières et qu'également qu'il arrive à trier le bon grain de livret par rapport même aux gens qui l'ont porté au pouvoir. Ça, c'est un problème fondamental. Parce que s'il y avait une administration digne du nom, la tâche lui aurait été un peu plus facile, mais dans les conditions dans lesquelles il a accédé au pouvoir, où il n'y a pas vraiment d'administration, où tout est à reconstruire, on a comme l'impression même qu'il est presque un administrateur colonial. Et dans ces conditions, ça sera quand même très très difficile de pouvoir vraiment gérer comme un président normal. M. Adjovi, ce qui frappe aussi, c'est bien sûr cette scène qu'on observe tout au long de la guerre fratricide, les pillages systématiques, c'est la preuve que la population a faim. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la Centrafrique, telle qu'elle se présente, peut donner à manger à ses fils? Une fois encore, si on a affaire à quelqu'un qui veut vraiment redresser la situation, ne pas regarder lui-même et ses partisans, et veut vraiment se sacrifier, parce qu'il est dans une situation où, pour réussir, il faut qu'il se sacrifie pour le peuple. S'il est dans cette optique, s'il est dans cette vision, il peut réussir, puisqu'une fois encore, on a quand même la chance qu'on a affaire à la République centrafricaine, qui est quand même un pays qui dispose quand même d'un certain nombre de ressources qui peuvent lui permettre de réussir. Et également, la communauté internationale certainement apportera sa contribution, même si c'est une contribution avec des points d'interrogation. Monsieur Soudé, la population a faim dans un État suffisamment vaste et très riche. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Ah oui, c'est clair. Mais pour que le président puisse réussir, il ne doit pas embrasser beaucoup de choses à la fois. Il a un mandat, il faudrait qu'il dise, il ne faut pas qu'il dise qu'il va tout faire à la fois. Non, ce n'est pas possible. Il faut qu'il choisisse des secteurs prioritaires. Hein, la sécurité, le chômage, et ce qui permet de réduire un peu le taux de pauvreté. Mais s'il va tout faire à la fois, il ne va pas réussir. Il sait que c'est un pays qui a été détruit par la guerre. Il a un lot passif à gérer. Donc, il faut qu'il aille pas à pas. On ne peut pas tout entreprendre. Aujourd'hui, le pays est riche. Il faut qu'il exploite convenablement
cette richesse-là pour réduire le taux de pauvreté. Et quand on parle de pauvreté, c'est qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à avoir un seul repas par jour. Il n'y a pas des centres de santé, il n'y a pas des écoles. Donc il faut qu'ils donnent la priorité à ce secteur-là. Parce qu'un peuple éduqué, un peuple soigné, un peuple qui est à l'abri du besoin minimum, je crois que c'est un peuple quand même qui vous aide à réussir. Maintenant, si le peuple constate que les actes posés ne sont pas conformes au discours tenu et qu'il tombe dans la même routine, comme ce qu'on reprochait à ses prédécesseurs, je crois que ça ne marchera pas. Il faut qu'il aille secteur par secteur, priorité par priorité. Parce que les pauvres constituent la grande masse. Et c'est ceux-là qui doivent chercher d'abord à caser. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Nous avons les ressources. Que faut-il faire pour que ces ressources-là soient utilisées pour le développement du pays, le développement socio-économique? C'est capital. Donc si, peut-être pour son premier mandat, il va dire, moi je mets l'accent sur le développement humain. C'est-à-dire qu'il faut qu'on les soigne, il faut qu'on les éduque, il faut qu'on leur trouve du travail. Et là, je vais m'appuyer sur les ressources minières et minéralogiques de mon pays qui seront bien exploitées pour pouvoir avoir des ressources et gérer ce problème. Après, il pourra passer à un autre secteur. Mais s'il veut tout embrasser à la fois, je crois qu'il ne réussira pas. Monsieur Adjovi, rétablissement donc de la sécurité, désarmement des combattants des diverses rébellions, en même temps refondation de l'armée, redressement de l'administration. Par quel bout le président doit-il commencer finalement? Il doit d'abord réconcilier les Centrafricains avec eux-mêmes. Parce que ça, c'est très fondamental. Parce qu'on ne peut pas aller au développement sans avoir affaire à des gens qui se sentent en sécurité, qui se sentent avec quelqu'un qui veut vraiment agir avec justice. Donc ça, c'est très, très, très important. Si en même temps qu'il essaye de mettre en place une administration, il ne travaille pas sur le levier que constitue la réconciliation nationale, la réconciliation des Centrafricains avec eux-mêmes, il ne peut pas aller loin. L'autre dirait, il n'y a de richesse que d'hommes. Et donc, s'il veut travailler, s'il veut reconstruire l'administration, les uns et les autres qui vont se côtoyer dans l'administration, il faudrait qu'ils s'acceptent. Donc, il faut penser les plaies du passé. Mais en même temps, et là encore, les ressources sont là pour vraiment redonner des couleurs à l'économie, injecter de l'argent pour redonner des couleurs à l'économie. Mais la question de la réconciliation est une question fondamentale. La tâche ne lui sera pas facile, d'autant plus que cette administration, il devra la construire avec ceux qui ont aidé peut-être à déstabiliser le pays. C'est là vraiment toute la problématique qu'il devra solutionner. Refondation par exemple de l'armée, M. Souré. Les musulmans quelque part, les chrétiens aussi, il faut mettre tout ce beau monde-là ensemble et intégrer si possible quelques rebelles dans l'armée. Est-ce que vous pensez que c'est une tâche facile? Cela entre dans le processus de réconciliation dont a parlé mon confrère. Il faut mettre tout le monde ensemble. C'est vrai que ça ne sera pas facile, mais ça ne sera non plus difficile. Ça veut dire quoi? Il faut s'appuyer sur des leviers. Il y a des personnes, il y a des leaders qui sont écoutés des autres. Il faut travailler avec tout le monde. Parce que quand vous n'avez pas une armée stable, vous ne pouvez pas gouverner dans la paix. Donc, il doit s'atteler à identifier tous ceux qui peuvent l'aider dans l'accomplissement de cette tâche. Il ne faut pas faire une ségrégation, il ne faut pas faire un distinguo à ce niveau-là. Il faut associer toutes les compétences de l'armée, tous ceux que ce soit au niveau de la CELICA, au niveau de Anti-Balaka. Il faut réunir tout le monde là et que chacun aille parler à son camp. Parce que le travail de réconciliation ne dépendra pas du président lui seul. À lui seul, il ne peut rien faire. Donc il va falloir que les Centrafricains l'y aident. Mais si on lui laisse seul la tâche, il ne pourra rien faire. Donc c'est l'association, la convergence de toutes les compétences qui doivent l'aider à régler une fois pour toutes. C'est la réconciliation au niveau de l'armée. Alors, une dernière question, si possible, M. Heribert Abel Adjovi. Tout à l'heure, M. Soudé parlait quand même de celui-là qui peut diriger la Centrafrique, doit compter forcément avec Bozizé. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? En tout cas, il doit compter avec tous les acteurs majeurs de la politique centrafricaine cette dernière décennie, et Bozizé en fait partie. Donc, s'il écarte quelqu'un, Bozizé comme les autres, et Bozizé peut-être plus que les autres, surtout qu'il a été, qu'on le veuille ou non, son premier ministre avant de claquer la porte. Mais au-delà de ça, il faudra dire que de Touadéra, on ne doit pas attendre des miracles. Dans une administration qui n'existe pas, dans un pays où des gens
qui n'ont pas droit d'avoir des armes sont armés, on ne peut pas lui demander le miracle. S'il peut déjà pacifier le pays, essayer de mettre en place une administration, redonner des couleurs à l'économie, on pourra lui tirer chapeau. Et c'est que, comme donc ses prédécesseurs, le nouveau président sera largement dépendant de la communauté internationale pour assurer donc les fins du mois de l'État et sa sécurité. 10 000 casques bleus et environ 900 soldats français sont donc actuellement déployés en Centrafrique sous perfusion financière des bailleurs de fonds. Ce sera donc la première partie de discussion sur cette émission. Nous la refermons donc avec le flash d'information, le temps de nous installer pour le second sujet. Le dépouillement des bulletins du premier tour de la présidentielle aux Comores était en cours dimanche soir après un vote dans le calme pour ce scrutin disputé par 25 candidats. Aucun incident majeur n'a été signalé en milieu de soirée dans ce petit archipel pauvre de l'océan Indien, secoué par des crises séparatistes entre 1997 et 2001 et une vingtaine de coups d'État ou tentatives dont la dernière remonte à 2012. Le dépouillement des bulletins a commencé dimanche à Niamey après un vote sans incident pour le premier tour de la présidentielle au Niger. Le chef de l'État sortant Mahamadou Issoufou, brigand en deuxième quinquennat face à une opposition qui agite le spectre de la fraude. Toutefois, des retards de plusieurs heures ont été notés dans la quasi-totalité des bureaux installés dans le pays, faute de matériel ou de personnel. 5 membres des forces loyales aux autorités libyennes reconnues par la communauté internationale et 8 combattants de groupes rivaux ont été tués dimanche dans de nombreux affrontements à Benghazi, selon l'agence de presse proche de ces autorités. La mort de ces combattants intervient au lendemain de celle de 14 membres des autorités reconnues au cours d'une tentative de reprise de contrôle d'une localité aux mains de groupes rivaux. Dernière ligne droite de cette émission, je suis toujours avec Moïse Soudé et Heribert Label Adjovi pour la suite donc de cette émission. Et nous atterrissons donc en Ouganda où le président Yoweri Museveni a remercié dimanche les Ougandais de l'avoir réélu pour un 5e mandat à l'issue d'un scrutin dénoncé de frauduleux par l'opposition que lui, le président Museveni, a qualifié d'ailleurs de trouble-fête. Nous vous retrouvons, chers invités, dans un instant. Moïse Soudé, 30 ans de pouvoir et une réélection pour 5 nouvelles années, un scrutin dénoncé par l'opposition. Nous sommes bel et bien en Ouganda. Est-ce que vous pensez véritablement que l'opposition a de voix dans ce pays? Non, vous savez, l'opposition en Afrique, comme je le dis souvent, c'est une opposition qui fait de la théorie. On ne s'oppose pas parce qu'il faut s'opposer. Ce qui est sûr, que l'opposition crie, que l'opposition ne crie pas, Yoweri Museveni a gagné le pouvoir et il va gérer. Maintenant, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il n'a pas pu prouver en 30 ans et qu'il veut encore prouver? Qu'est-ce qu'il n'a pas pu prouver en 30 ans et qu'il veut encore prouver? Aujourd'hui, bon, ce qui est sûr, il va s'installer davantage dans la routine. Moi, je demanderai à cette opposition-là, dès maintenant que l'autre a gagné, que l'opposition trouve un leader. Et que sur les 5 ans, qu'on travaille suffisamment, qu'on n'attende pas les derniers moments pour dire qu'on veut s'opposer. Qu'on s'oppose, qu'on propose des alternatives. Parce que qu'est-ce qui se passe? L'opposition en Afrique, on passe son temps à critiquer, on critique, mais on ne propose pas des solutions alternatives. Moi, je leur demande, s'ils veulent avoir voix au chapitre, il faut qu'ils posent des actes concrets et crédibles. Parce que le peuple a besoin de ça. Pour savoir que, bon, après Yoweri Museveni, on va confier le pouvoir à un membre de l'opposition. Mais quand vous ne proposez pas une alternative crédible au peuple, ne soyez pas surpris que chaque fois que celui qui soit là se trouve qu'on le renouvelle chaque fois son mandat. Donc l'opposition désormais a besoin de changer de stratégie. Si les autres stratégies n'ont pas marché, il faut s'asseoir, construire une nouvelle stratégie pour pouvoir contrer le président en place. Monsieur Heribert Label Adjovi, qu'est-ce qui peut expliquer le musellement de l'opposition, souvent sur le continent africain, à la veille des scrutins, surtout présidentiels? Oui, déjà dire que Yoweri Museveni rempile et que quand même, pour comprendre ce qui se passe en Ouganda, il faut retourner dans l'histoire. Pourquoi Yoweri Museveni est encore là? C'est quelqu'un quand même qui a une légitimité historique. Il est venu pour les Ougandais, le commun des Ougandais, il est venu un peu pour ramener de l'ordre. Parce que entre le père de l'indépendance, Milton Obote,
et Idi Amin Dada, il y avait vraiment de la cacophonie politique. Et le 27 juillet 1985, Yoweri Museveni est venu du maquis comme pour mettre de l'ordre. Donc il y a cette légitimité historique de l'homme du maquis de la part de Yoweri Museveni, même si on peut parler de 3 décennies de pouvoir. Il y a également que, au jour d'aujourd'hui, il a quand même essayé sur le plan économique de faire des efforts. Ça également, il faudra le noter. Maintenant, nous avons une administration qui a la solde de l'homme. On a un système sécuritaire qui a la solde de l'homme. Et ce n'est pas que ça. Sur le plan de la géopolitique internationale, Yoweri Museveni, dans la Corne de l'Afrique, également dans la région des Grands Lacs, constitue quand même celui qu'on peut considérer comme l'homme de Washington. C'est-à-dire, il sauvegarde ce que d'autres appelleraient la PACA americana. Sous un autre angle, on pourrait parler du nouvel ordre mondial. Donc, celui qui est vraiment l'homme pivot du monde occidental dans la zone des Grands Lacs, c'est Yoweri Museveni. Est-ce que c'est cette position qui explique que aujourd'hui, les observateurs européens ont critiqué quand même une certaine promiscuité entre le pouvoir ougandais et la commission électorale, et les Américains n'ont rien dit jusque-là? En tout cas, même les Européens, ils parleront un peu, mais ils ne parleront pas beaucoup, de toutes les manières, parce que c'est l'homme quand même qui stabilise la région. Et il ne faut pas oublier, avec évidemment le Rwanda, l'Ouganda fait partie quand même de ces pays-là qui permettent à ce qu'il y ait un certain équilibre régional. Et il ne faut pas oublier peut-être un petit crochet pour dire que même Paul Kagame, le président rwandais, était quand même un officier travaillant dans les renseignements ougandais. Ce n'est qu'une petite parenthèse pour dire que Yoweri Museveni n'est pas quand même n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui, il a la légitimité historique, il a également à son actif quand même du travail sur le plan du développement. Et donc tout ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, on a beau tout dire, il est quelqu'un qui est très important dans le dispositif. Monsieur Soudé, vous avez tout à l'heure indexé l'opposition qui, dans une certaine léthargie, attend la période électorale pour se donner une certaine popularité. Mais lorsque nous prenons le cas typique de l'Ouganda, où Kizza Besigye a été arrêté même 4 fois durant cette période électorale, est-ce que vous pensez que comme ça, les opposants ont de la puissance face à ces pouvoirs d'oppression à la limite? Mais oui, forcément, quand vous êtes dans l'opposition face à un régime, vous avez en face de vous un régime qui est prêt à vous mater. Ça veut dire quoi? Qu'il faut... La lutte se paye. La lutte se paye, il faut des gens endurants. Ce n'est pas parce qu'un a été arrêté que les... L'opposition en Afrique, c'est ça. Ce n'est pas pour les lâches, ce n'est pas pour les poltrons. Il faut que vous soyez courageux parce que le régime en face ne permettra à personne de mettre en doute son autorité. Mais ce que je vais demander, ce que je dis, les gens attendent souvent, si vous remarquez très bien, en Afrique, c'est peut-être à 12 mois ou à 15 mois de l'élection qu'une certaine opposition émerge. Non. Et dès que le président a été élu, il faut que l'opposition s'installe déjà. Et pas pour critiquer un homme, mais pour proposer des alternatives. Parce que si l'opposition se limite au discours, parfois s'installe dans la délation, mais les injures, c'est ce qui arrive. Et moi, je crois que l'opposition, là, un a été arrêté, mais les autres doivent prendre la relève. Parce que quand un s'arrête, on arrête un et que vous arrêtez la lutte, c'est comme si l'opposition a été étêtée et le président s'installe. Et généralement, en Afrique, qu'est-ce qu'on constate? On fait de l'opposition après avoir batifolé avec le régime en place. Et c'est quand vos intérêts ne sont plus garantis de ce côté-là, vous claquez la porte et vous faites de l'opposition. Non, on fait de l'opposition par conviction et non pas par intérêt. Et moi, j'ai remarqué qu'en Afrique, la plupart de ceux qui font l'opposition, entre-temps, ils ont cohabité avec le régime en place. Et à cause de la guerre des intérêts, ils ont claqué la porte, ils s'installent dans l'opposition. Et quand ça se passe comme ça, celui à qui vous vous opposez, il ne vous collera jamais la paix. Parce qu'il se dit, voilà quelqu'un qui a travaillé avec moi, qui connaît un peu le labyrinthe du pouvoir, qui pourrait mettre sur la place publique un certain nombre de secrets d'État. Donc il faut que j'arrive à l'anéantir. C'est ce qui fait qu'en Afrique, facilement, on arrive à fermer la bouche à l'opposition. Heribert Labella-Djovi, vous avez tout à l'heure évoqué cet aspect très important quand même des relations internationales. Vous avez dit que même si les Européens veulent parler, ils parleront peu de l'Ouganda aujourd'hui. Que valent aujourd'hui les interventions à travers les observations des scrutins, alors qu'on sait très bien que ces critiques-là ne changent rien en réalité? Ben, je pense que c'est un jeu.
la question des rapports des acteurs de la communauté internationale, c'est un jeu. Et qui ne le sait pas se trompe. Qui ne le sait pas se trompe. Et en fait, chaque fois qu'on parle d'élections, qu'on parle de démocratie, qu'on parle de tout ça sur le continent et qu'on dit que, par exemple, tel président est resté pendant une décennie, il a eu un mandat, un second, tout ça, c'est tout à fait normal par rapport au jeu démocratique, ça doit être respecté. Mais au-delà, je pense qu'il y a un grand débat à ouvrir sur le modèle démocratique. Parce que je pense qu'il n'y a pas qu'une démocratie, il y a des démocraties. Et chaque société a sa manière de gérer les choses. Pour le peuple, est-ce que c'est par rapport à ce qu'à chaque 5 ans ou à chaque 7 ans, on fait des élections où celui qui gère comme il le faut? Je pense que le problème fondamental, c'est là. Nous avons déjà, on a saucissonné nos États, on aurait pu en avoir moins pour toujours les mêmes intérêts géostratégiques. Aujourd'hui ou depuis 90, on nous dit c'est la démocratie, c'est une très bonne chose puisque la liberté c'est quelque chose qui est inné en l'homme, mais que vaut la démocratie sans le développement? Ça c'est encore un autre débat. Et donc sous le couvert de la démocratie, on nous malmène, on tire les ficelles. Je pense que chaque zone, l'Afrique doit rechercher à travers ses valeurs intrinsèques, son modèle de démocratie. Et ça également, c'est un autre débat. Ce n'est pas aux autres de nous dire la manière dont nous devons nous développer. Et quand je le dis, je ne veux pas dire qu'il faudrait, par exemple, que Yoweri Museveni reste au pouvoir. Je veux dire simplement qu'il faudrait que la responsabilisation de nos intellectuels amène à construire des constitutions qui répondent à nos réalités propres. C'est de ça qu'il s'agit, parce que nous avons quand même d'autres modèles de valeurs. Nous avons d'autres moyens de gérer nos États. Et cela, c'est quelque chose de très, très, très important. L'Africain, en tout cas pour une large mesure, sa manière de voir le chef, ce n'est pas forcément celui qui, 2 ans, 3 ans ou 5 ans, vient et quitte le pouvoir, mais c'est celui qui est à même de porter les aspirations de toute la société dans ces différentes composantes. Donc vous voulez que nous retournions dans la monarchie? Non, pas du tout. Encore que, même les sociétés dites civilisées, comme certains le disent, il y a des monarchies, non? Nous avons des monarchies ailleurs. Nous avons des rois, nous avons des reines dans des pays que vous connaissez bien. Et il y a peut-être un Premier ministre qui essaye de gérer comment on appelle, les affaires étatiques. Donc ce n'est pas impossible qu'un jour nous en arrivions à cela. Et cela répond à nos aspirations. Et si les autres le font, qu'est-ce qui empêche qu'un jour que nous ayons à la tête de l'État un roi et qu'il y ait un Premier ministre qui gère les affaires politiques? Ce n'est pas impossible du tout, puisqu'on en a ailleurs et ça ne pose aucun problème. Ou bien nous avons une reine en Angleterre et nous avons un Premier ministre, ça ne pose aucun problème. Donc en fait, ce que je voudrais dire, le problème de l'opposition, de la mouvance, de ceci, cela, lorsque vous n'avez pas fini de construire une nation et qu'on a mis des gens ensemble sans qu'ils ne soient forcément... ils ne se sont pas préparés à cela, ça peut amener tout ce que nous avons là, où les gens, pour régler quelques problèmes pécuniaires, sont obligés d'aller à la rivière, comme on le dit, en sortir, revenir plus tard, créer une situation confuse, et puis avec le soutien des mêmes qui ont créé cette situation-là. Nous allons écouter rapidement M. Souré sur la question. Les observateurs africains, même européens, ont dénoncé le processus, mais aujourd'hui le président a été proclamé élu. Mais est-ce que vous pensez qu'on doit continuer par envoyer des gens à coups de millions observer des élections dont la critique en réalité ne porte véritablement pas? Non, il faut que cette communauté internationale se prenne au sérieux. Ce n'est pas gentil. Ailleurs, un président mal élu est déclaré vainqueur, la communauté internationale ne dit rien. Ailleurs, un président mal élu est déclaré vainqueur, on ne réagit. Aujourd'hui, au niveau de la communauté internationale, c'est la guerre des intérêts. Vous avez l'Europe d'un côté, vous avez les États-Unis et vous avez la Chine aujourd'hui qui est en train d'investir l'Afrique. Et c'est en fonction du côté où on se place qu'on dit qu'un président mal élu. Bon, on a juste 1 minute, Heribert Labelle-Adovi. Au Niger, on a également voté. Le dépouillement a déjà commencé, mais il y a des régions qui n'ont pas encore voté.
Oui, il y a des régions qui votent aujourd'hui, comme cela pose un problème de toutes les manières. Cela pose un problème de toutes les manières. On va assister à une situation pas très régulière et déjà des voix s'élèvent. On espère tout simplement qu'au Niger, que tout finisse quand même bien et qu'au-delà de tout, comme le dirait le président sortant, que le gagnant soit le Niger. Non, le second dépouillement viendra pour ajuster le premier. Là où il y a des voies qu'il faut voler de l'autre côté, on vole pour ajuster. Parce que ce n'est pas possible que dans un même pays, qu'il y ait deux dépouillements. Ce n'est pas possible. Ça, voilà, c'est juste une incursion que nous avons fait donc dans ce pays pour apprécier également le scrutin qui se déroule. En Ouganda, le président qui a fait donc, de son pays un acteur incontournable dans la région a été félicité par ses homologues kenyans, Uhuru Kenyatta, burundais Pierre Nkurunziza, également somalien Mohamed. Alors, merci donc à vous d'être passé sur ce plateau. Je vais parler donc de Moïse Soulé, journaliste à Soleil FM et également analyste. Merci à vous, Ribel Abel à Jovi, vous que nous allons régulièrement retrouver donc sur nos plateaux pour apprécier l'actualité internationale. Ce sera avec un grand plaisir. Merci donc à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Angle de vue de ce lundi, c'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine.